Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. Comme tous les jeudis soirs, on va parler culture en Sarthe. Il s'en passe des choses avant les fêtes de fin d'année. On va sauter en l'air avec Trampo, c'est l'acte 2 du plongeoir roman. On va partir du côté d'Allonne pour voir le travail d'Armelle Chenel, que vous connaissez peut-être en tant qu'enseignante, à découvrir en tant qu'artiste. Un petit tour du côté de nos cités, nos petites cités de caractère à redécouvrir à la lumière de la bougie, du feu. On en parlera dans un instant avec toute leur programmation. On découvrira aussi, pour quelques idées cadeaux, pourquoi pas, Dominique Rioux avec son roman L'Imposteur. Et puis on finira du côté de La Ferté-Bernard pour la 5e nuit en couleur. Jérôme Côme sera parmi nous pour nous présenter ces festivités. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. On aura le plaisir de parler de ces créations dans un instant. Armelle Chenel, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes artiste, vous enseignez à Allonne, on en parle dans quelques minutes. Mais avant, je me tourne vers Richard Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du Plongeoir, donc le pôle national du cirque Le Mans. Je le disais hors antenne tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pas l'acte 2, c'est déjà, entre guillemets, l'acte 3 avec Trampo au Plongeoir. Après l'acte 4, ce sera Retour vers le futur. Donc voilà, vous me tendez des petits pièges aussi, donc voilà. Acte 3, Trampo comme trampoline, j'imagine. On va découvrir cet agrès comme on a découvert les machinois, le cirque équestre, chaque année, une nouvelle découverte. Oui, c'est pour nous, en tout cas, l'acte 3, là, sur la fin d'année, c'est l'occasion de faire un focus sur une esthétique de cirque et sur une discipline de cirque. Donc on aime bien se balader comme ça dans ce qui fait aussi le rythme du cirque. Et là, pour cette année, on voulait aller explorer un peu le trampoline. C'est une discipline qui est assez impressionnante, qui est aussi assez rare au plateau. Et donc, on propose là 2 séries de représentations, 2 spectacles différents, et également tout un ensemble d'ateliers pour permettre de s'initier et de découvrir le trampoline. Alors, c'est vrai que c'est assez rare dans le sens où on voit très bien ce qu'est un trampoline, parce qu'on a tous, enfants, fait du trampoline à l'école ou ailleurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'image du trampoline comme agrès intégré dans un spectacle de cirque. Il y en a beaucoup. C'est quoi la présence du trampoline ? C'est une discipline déjà qui est très exigeante physiquement. C'est une discipline qui est assez complexe à mettre en scène, parce qu'on a toujours en tout cas ce travail autour de cet agrès qui prend quand même beaucoup de place. Oui, c'est ça. Déjà, en installation, c'est quelque chose. Tout à fait. Puis qui met le corps aussi dans un état assez particulier. Donc il y a peu de compagnies en France qui proposent du trampoline. Je sais pas, je dirais peut-être une dizaine, une quinzaine. Et donc là, on a voulu en tout cas à travers cet acte 3, donc proposer différentes manières de voir le trampoline avec Plan Cabane, qui est plutôt là un collectif et tout un travail autour quasiment de la cascade qui va envoyer en tout cas beaucoup d'axes aussi assez drôles, et de l'imaginaire de l'enfance aussi, parce qu'ils récupèrent avec l'idée de cabane, de jeu entre eux, cet univers qu'on a en tête du trampoline, ludique. Oui, c'est un spectacle extrêmement ludique en tout cas, et qui amène aussi, qui est très accessible. Et puis avec Loops, qui est là un solo de trampoline et qui travaille uniquement avec beaucoup d'images aussi, et beaucoup d'images in situ, mais également d'images enregistrées. Il y a toute une disparition des frontières entre ce qui est réel, ce qui n'est pas réel, entre l'image, entre l'artiste qui est au plateau. Et c'était pour nous en tout cas une manière de montrer 2 spectacles de trampoline qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui se rejoignent avec cette discipline et cette exigence artistique et technique. Et c'est vrai que autant le premier nous amène dans cet univers un peu ludique, avec retour en enfance, autant Loops, c'est plus justement l'interrogation sur ce fait d'être toujours en rebond, du questionnement de ce que ça peut raconter aussi au-delà de l'agrès et de l'effort physique. Et c'est vrai qu'on voit dans le résumé de se dire à un moment de faire toujours la même chose. Bon, après, c'est le principe aussi des artistes circassiens sur un agrès où il y a des choses qui sont répétitives dans le travail, quoi. En tout cas, sur Loop, c'est vraiment une belle exploration de cet agrès-là. Ça permet aussi de
non pas se focuser sur l'agré de trampoline, mais de voir en tout cas ce qu'on peut en faire et comment on peut réussir à brouiller les frontières entre réalité et virtualité. Oui, avec le mapping et les images qui sont projetées. Exactement. Et puis c'est aussi permettre de créer une poésie autour du trampoline et pas juste être uniquement sur la performance physique, mais d'aller sur une écriture poétique. Et c'est de voir en tout cas avec cet agrès, avec ce spectacle-là, comment on peut travailler sur des boucles visuelles, des boucles de vidéo, mais également des boucles d'agrès qui vont comme ça nous emmener dans un spectacle assez hypnotique avec beaucoup de musique aussi au plateau. D'où le nom Loops. Alors je vous spoil tout de suite, Clan Cabane est complet pour l'instant, on peut s'inscrire sur liste d'attente, mais voilà. Et par contre il reste des places pour Loops, donc n'hésitez pas à aller tout de suite prendre vos places sur le site du Plongeoir. Alors après il va y avoir quand même un temps fort, enfin en dehors avant de passer à la fin de l'année, justement on peut profiter pour aller au Plongeoir et à la Cité du Cirque avec des ateliers, des choses qui sont proposées pour les familles. Donc faut aller regarder sur votre site internet, mais il y a des ateliers qui sont proposés régulièrement pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est pour nous en tout cas sur les vacances, on essaie toujours de proposer une diversité d'activités pour toutes et tous. Donc on a des ateliers qui sont en lien avec les spectacles de trampoline. On va pouvoir venir s'initier au trampo, mais on a également d'autres activités qui vont être sur la deuxième semaine des vacances où là ça s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, aux ados. On peut venir découvrir le cirque, mais aussi d'une autre manière, en découvrant les lieux, en venant s'essayer à la réalité virtuelle ou à la VR, etc. Donc c'est pour nous en tout cas ce projet de cirque au quotidien, d'être un espace de lieu, un lieu de vie, un lieu de rencontre, où on va pouvoir venir passer la journée voilà, autour d'un café, d'un chocolat, d'un thé. C'est ça, maintenant avec le bar, on peut aussi en profiter, c'est un lieu qui est vraiment chouette. Et justement, vous allez jusqu'au bout puisque vous proposez de passer le réveillon au Plongeoir. Alors là aussi, la soirée avec le repas pour faire le décompte est complète. Mais par contre, pour la deuxième partie de soirée, on va dire pour vraiment fêter 2026, vous allez rouvrir là des places à partir de minuit passé pour le DJ set. Ouais, tout à fait. C'était en tout cas pour une soirée assez importante de faire ce 31-là, de proposer cette complicité avec le Doux Supplice, qui est la compagnie qui nous suit toute l'année, d'inventer ce qu'on sait faire plutôt bien au Plongeoir, c'est-à-dire une soirée in situ, une soirée coécrite avec une compagnie, proposer à 250 personnes de venir passer le réveillon avec nous. Et puis on était un petit peu frustrés de ne pas pouvoir accueillir un peu plus de personnes, donc on a souhaité faire une deuxième partie de soirée. On est ravis, et on vous l'annonce là un peu en avant-première, en tout cas, d'accueillir Practica, qui est un DJ qui est manceau d'origine et qui viendra avec nous faire cette after, en tout cas cette deuxième partie de soirée à partir de minuit 15, et où là on peut venir vraiment sur un tarif très accessible, c'est 5 € l'entrée. On vient faire la fête avec Practica, mais aussi avec des artistes de cirque qui vont en tout cas travailler avec ce DJ set pour prévoir des impromptus et faire la fête tous ensemble pour célébrer cette nouvelle année. Alors en plus, c'est vrai que le Doux Supplice, avec cette carte blanche et ce suivi à l'année, on sait qu'il va y avoir plein de surprises. On sait que ça va avoir un effet waouh et qu'en même temps, voilà, on va pas s'attendre à tout ce qui se passe. Et c'est l'idée aussi, en prolongeant la soirée, voilà, c'est une façon originale d'aller boire un verre, danser un petit peu, s'ambiancer après le repas traditionnel si on n'a pas la chance d'être dans les spectateurs qui seront déjà avec vous. Tout à fait, puis c'est découvrir aussi le chapiteau sur un format assez atypique, c'est-à-dire pas un format spectacle, mais plutôt un format bal ou en tout cas un format un peu plus festif. Et puis on réserve, comme toujours, il y a plein de petites surprises qui sont aussi dans cette soirée-là, qu'on ne peut pas dévoiler maintenant, mais dont on pourra profiter aussi en deuxième partie de soirée. Donc voilà, vous allez pouvoir prendre vos places pour Practica à partir de minuit 15, quoi, le temps d'aller au Plongeoir. Et puis après, alors vous viendrez nous en reparler, mais on peut donner un petit avant-goût de l'acte 4. Retour vers le futur, comme le film, comme le nom l'indique. D'ailleurs, vous avez un partenariat avec les cinéastes pour une diffusion du premier acte, du premier opus de la série. C'était pour nous en tout cas faire un petit clin d'œil comme ça à cet acte 4-là, qui est aussi important pour nous, qui est nouveau, qui est Retour vers le futur, tout simplement parce qu'on va présenter un spectacle qui a déjà eu un succès sur le festival Le Mans et son cirque, Pandax, qui est un spectacle sous chapiteau, qu'on accueille cette fois-ci sous le chapiteau du Plongeoir. Et en face, on va pouvoir présenter des esquisses, des émergences artistiques. Ces 3 artistes qui ont fait chacun une école supérieure. Donc il y a 3 écoles supérieures en France, les Actolido, le CNAC et puis Fratellini.
Ces écoles-là ont sélectionné un artiste parmi leurs sortants qui va venir présenter en avant-première 30 minutes de sa prochaine création. Donc c'est des spectacles qui n'ont encore été vus nulle part. C'est de l'avant-première. Qui vont être créés dans l'année. Et il y avait cette envie aussi, nous, d'accompagner ces jeunes artistes-là, de proposer 3 soirées où on découvre à chaque fois 2 pièces, 2 spectacles différents. Et d'avoir comme ça, pour le public monceau, de se dire qu'on va découvrir aussi ce qui va être les artistes de demain, les créations de demain, et de pouvoir le faire comme ça de manière assez, pas décontractée, mais en tout cas de pouvoir échanger avec les artistes, de faire des soirées doubles, de découvrir 2 spectacles et de commencer à s'immiscer dans ces univers artistiques de jeunes artistes qui seront... on l'espère en tout cas, de retour à la aussi, une et c'est de retour plus tard. parce qu'on pourra le revoir, parce que Pandax c'était quand même un succès fou cette histoire avec la voiture en plateau. C'est vrai que voilà, il y a plein de, là pour le coup il y a plein de formes circassiennes dans ce spectacle-là. Et c'est vrai qu'on aime bien les voir évoluer. C'était il y a deux ans. 2022, pardon. 2022, donc 3 ans. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir l'art vivant, le spectacle vivant, comment il évolue. On aime aussi suivre un peu les aventures parce que le temps d'un spectacle, on a l'impression d'avoir un rapport privilégié avec eux. Donc forcément, on se sent proche. Et vous, évidemment, en tant que programmateur, vos équipes, d'autant plus, j'imagine. C'est ça, nous on aime beaucoup travailler sur la filière, travailler 3, 4, 5 ans avec des artistes qui viennent créer chez nous et puis ensuite qui vont revenir avec le spectacle fini. Pandax, c'est le petit clin d'œil de permettre au public monceau de retrouver un spectacle qui a fait en effet un carton en 2022 et que certains n'avaient pas pu découvrir. On l'avait fait l'année passée avec Exalté, donc on reconduit là ce fonctionnement-là. Et puis avec les émergences, c'est vraiment l'idée de s'inscrire sur 4-5 ans avec ces artistes-là, d'avoir ces premières esquisses, de pouvoir les accueillir ensuite d'ici 1 an ou 2 quand les spectacles seront finalisés, et puis d'initier comme ça des dialogues avec ces artistes-là qui sont, je le rappelle quand même, issus des 3 écoles supérieures françaises, qui sont a priori les 3 plus grandes écoles sur le territoire européen. Donc c'est vraiment des artistes de haut niveau qu'on accompagne là dès leur premier pas de création. On invite également d'autres programmateurs qui pourront leur faire des retours, qui pourront les aiguiller, et on aura également des temps d'échange avec le public pour découvrir un peu plus ce qui fait l'envers du décor. C'est ça la chance aussi d'avoir ce pôle national sur le cirque comment, c'est d'être dans le soutien, mais aussi la découverte et de pouvoir, alors pas travailler avec vous, mais d'échanger justement pour que les choses évoluent et que les spectacles mûrissent. Ça, c'est vraiment très très chouette. Alors, il y a aussi les repas qui continuent. On vous invite à prendre d'ores et déjà vos places sur le site internet parce que, gros succès pour ces saisons du plongeoir et ça continue. Donc, il faut prendre ses places un petit peu à l'avance. Donc il reste des places pour Loops et puis vous pouvez d'ores et déjà prendre des places pour Pandax. Je pense qu'il en reste, il en reste encore. Et puis du coup la fin, le réveillon pour tous ceux qui ne pouvaient pas, qui n'ont pas eu leur place. Et ben là voilà, vous le savez, c'est en avant-première sur Culturel. Vous allez pouvoir faire la fin de soirée. Ça va être une très belle fin d'année au plongeoir. Venez faire la fin d'année au plongeoir dès la mi-décembre et puis on est ensemble jusqu'au 31 et on finit l'année ensemble. On se quitte plus. C'est une très bonne idée d'y aller et en plus vous pouvez en profiter évidemment en famille. Je me tourne maintenant vers Armelle Chenel. Bonsoir. Bonsoir. Vous exposez à l'hôtel de la ville d'Allonne jusqu'au 3 janvier. Donc là aussi une belle idée de sortie pour les prochaines semaines. Vous exposez, je le disais tout à l'heure, vous êtes enseignante aux ateliers d'art d'Allonne que vous avez dirigés. Et cette fois, on va dire, vous passez derrière la caméra, pas du tout. Vous êtes de l'autre côté, c'est vos œuvres que vous exposez. Que je mets en avant, en fait, pour une fois. Parce que ça fait très très longtemps, en fait, que je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là, de création personnelle. Alors c'est vrai que c'est un univers un peu atypique aussi. Quelque part, si vous avez regardé un petit peu les œuvres, je mets en avant un côté beaucoup plus privé et plus intimiste, évidemment, que le simple fait d'enseigner, puisque je suis là autrement pour aider les autres, pour les faire développer, leur faire travailler leur univers. Donc là, c'est un petit peu à part et grâce à la personne qui prend le flambeau maintenant à l'atelier d'Allonne, Cathy Marie Houdin, qui s'occupe de la programmation culturelle et communication. En fait, c'est elle qui m'a proposé
Voilà, donc la boucle étant bouclée, puisque je suis arrivée par l'ancien directeur dans cet atelier qui était Rémi Le Guilherme. C'est lui qui m'avait proposé d'exposer mon travail quand il était venu à la maison. Donc j'ai exposé à Alonne avant et juste au moment de reprendre le flambeau. Et là, que j'ai arrêté, puisque c'est moi qui suis partie, qui ai démissionné. Derrière, eh bien, quelque part, la personne qui reprend un petit peu, en fait, me propose. Alors, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, c'est pas le plongeoir, mais... on peut se poser la question sur la cohabitation, c'est vrai, entre le soutien aux artistes, qui soient professionnels ou particuliers, ou amateurs, mais en tout cas, d'être à leur côté pour que, voilà, leur art émerge et qu'ils trouvent un soutien, qu'ils trouvent des méthodes pour s'exprimer, etc. Et puis sa propre pratique, parce que évidemment, même si vous dites que ce n'est pas le même travail, mais il y a forcément des ponts et des choses qui font que ça a dû faire évoluer aussi votre pratique, puisque ça vous fait évoluer en tant que personne. Voilà. En fait, c'est la nourriture. Il y a un vivier qui est, où j'ai eu la chance, moi, d'enseigner pendant 17 ans. Dans cet univers-là, je faisais déjà ça avant dans le rectorat, mais là, c'est vraiment avoir un rapport à la création pure. Évidemment, ça nourrit dans les deux sens. C'est tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire que le fait d'aider et de trouver des astuces graphiques ou des thématiques, en fait, ça a nourri mon propre travail, évidemment, parce qu'en tant qu'artiste, on est des vrais petits buvards. Et je pense qu'artiste, que ça soit circassien ou pas, d'ailleurs, oui, c'est ça, tout nous nourrit, évidemment, c'est tout ce qui est culturel. Voilà, et d'ailleurs, l'exposition, vous l'avez appelée question de point de vue, donc il y a cette notion-là de se dire, voilà, de quel point de vue on se place et comment nous, on reçoit des œuvres qui semblent avoir des éléments aussi très personnels, parce qu'il y a des éléments figuratifs, j'allais dire des informations, en tout cas des petits bouts de vie que vous nous donnez. Et puis une vision, on va dire, plus abstraite, globale d'un univers coloré, voilà, avec des formes qui nous parlent, mais d'un univers, on va dire, plus rêveur, plus global. Donc c'est ça, en fait, c'est que vous nous proposez, alors, avec des toiles de différents formats. Il y a ce dialogue-là que vous laissez au public, en fait. Je le laisse au public, puis j'allais dire, je n'influence en aucune manière, même si ça paraît paradoxal. En fait, je ne travaille pas de la composition, alors que les œuvres paraissent de résultats, en tout cas très composés. Il y a un côté un peu patchwork, avec justement cette idée, encore une fois, d'idées. Donc c'est la mémoire. Ça peut être une représentation qu'on pourrait se faire de ce qu'on a dans la tête, des souvenirs. Exactement. Il y a un rapport aux fragments de mémoire, donc elle peut être personnelle, évidemment, mais elle peut être multiple. Avec ce qui se passe aujourd'hui, l'IA, on en reparlera peut-être un autre moment, mais dans le principe, il y a des espèces de correspondances. Le question de point de vue, c'est tout simplement les focus. Et en fait, le regard qui peut être vers le haut, vers le bas, avec des panoramiques. Donc, toutes les œuvres ont une multiplicité de points de vue. C'est pour ça que j'ai appelé ça question de point de vue. Il y a aussi la distance par rapport simplement au placement du visiteur. Et il y a des choses qu'on ne voit absolument pas, mais vraiment pas. Et qui arrive à l'œil avec 50 cm. Ouais, ça, il y a une question d'échelle et de rapport physique. Et en fait, le travail aussi a une autre notion. Parce que je crois véritablement qu'en fait, chaque geste a une portée. Donc en fait, la façon de travailler s'installe avec des choses qui sont, entre guillemets, de mémoire de geste, plus que de mémoire narrative. Et le geste, j'allais dire, qui est plus, du coup, gymnastique, c'est ça qui est le paradoxe, c'est qu'en fait, j'ai un rapport corporel à la toile, je ne travaille jamais debout, au niveau de la vision. Et en fait, les œuvres sont à plat, donc, et par contre très hautes. Ce qui fait que je n'ai pas du tout de recul sur le geste qui va être créé. Oui, donc déjà dans la pratique, je vais le percevoir qu'après. Il y a une notion d'échelle un peu différente.
C'est à découvrir justement, même avec les enfants, parce qu'il y a un petit côté ludique en fait, de découvrir dans les tableaux et puis de chacun avoir sa vision sur ces petits fragments que vous nous proposez. C'est à l'hôtel de Ville d'Allonne, c'est jusqu'au 3 janvier, c'est gratuit, on peut aller découvrir vos œuvres et bien sûr on vous invite à la pratique aussi. À Culturel, on vient voir les résultats, mais comme au plongeoir, on vous invite à faire des ateliers de découverte aussi. N'hésitez pas à mettre les mains dedans, comme on dit, ça peut parfois créer des vocations ou en tout cas mieux se rendre compte pour mieux lire les œuvres et les spectacles qu'on nous propose. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de vos actualités et puis on va continuer avec d'autres sujets tout de suite dans Culturel. Je crois qu'il y a des listes au Père Noël qui se rallongent dans les coulisses de Culturel et c'est une très bonne idée. Offrez des spectacles, offrez des livres et des sorties culturelles pour Noël. C'est une très bonne idée. Dominique Rioux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de L'Imposteur et vous n'êtes pas imposteur, vous êtes l'auteur du livre bien sûr. Et vous allez sortir aussi un jeu, on va en parler dans un instant. Mais avant, je me tourne, j'allais dire, vers les cités en lumière. Mesdames, mes deux lumières ce soir. Valérie Bouvet-Genome, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de développement des petites cités de caractère de la Sarthe et vous êtes venue avec Pauline Pillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service culture et patrimoine à Saint-Calais, à la mairie de Saint-Calais, qui participe et qui fait partie des petites cités de caractère de la Sarthe. Alors, peut-être pour replacer, ça fait 50 ans qu'il y a cette petite cité de caractère. 30 ans, je crois, pour les cités de la Sarthe. Et on a 10 villes qui sont petites cités de caractère en Sarthe. Tout est dit. C'est exactement ça. En fait, la marque en elle-même est née il y a 50 ans. Donc, on a fêté toute l'année cet événement-là. Et le réseau de la Sarthe s'est vraiment constitué il y a 30 ans. Et aujourd'hui, donc, on a 10 petites cités de caractère, dont une qui est encore en cours d'homologation, qui est Mamers, qui est la dernière à être arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que ça veut dire être petite cité de caractère? Alors, avoir beaucoup de caractère. Alors, en fait, une petite cité de caractère, c'est une petite ville qui a vraiment eu un rôle de centralité à un moment donné et qui montre qu'aujourd'hui, elle a beaucoup de patrimoine, plus que d'autres communes rurales, puisque ce sont des communes rurales de moins de 6 000 habitants. Et l'objectif, en fait, il y a 50 ans, quand cette marque a été créée, c'était de fédérer toutes ces petites villes qui étaient dont le patrimoine était en train de disparaître parce qu'à l'époque, pas de moyens de les sauvegarder, pas de loi spécifique pour conserver ce patrimoine rural. Et donc l'idée, c'était de se fédérer en réseau, de mobiliser les élus concernés par ce type de patrimoine, ces petites villes, et à plusieurs, en fait, de mobiliser de l'ingénierie technique avec des compétences de chacun sur différents domaines, patrimoine, tourisme, aménagement du territoire, etc. Et de mobiliser aussi des financements de collectivités pour accompagner les élus dans leur démarche de travaux, de valorisation, etc. L'idée, c'est de valoriser le patrimoine existant, l'histoire, en fait, et de faire connaître, parce qu'il y a aussi cette problématique dans les communes rurales, que parfois on habite et que malheureusement, des fois, on appelle cité dortoir, dans le sens où on n'a pas forcément connaissance de toutes les pépites qui sont autour de nous. Et justement, Cité en Lumière, c'est un événement, alors c'est la 5e édition, qui permet de revisiter. Alors, il y a des traditions dans l'Est, notamment avec les Lumières à Lyon, etc. Là, l'idée, c'est de mettre en lumière avec ce jeu sur la bougie ou la redécouverte à la lanterne, à la lampe torche, de proposer une vision un petit peu différente avant Noël de ces cités. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était de dire déjà que les petits sites de caractère se visitent toute l'année. Il n'y a pas besoin d'y aller que l'été, quand il fait beau, etc. Donc, c'est l'idée de dire, voilà, on peut les découvrir toute l'année, même quand il fait un peu froid ou quand il fait nuit. Et cet événement, en fait, c'était aussi l'occasion de découvrir le patrimoine différemment. C'est-à-dire, quand on se balade la journée, on voit l'architecture, etc. Mais quand on regarde tout ça avec au prisme de la lumière, avec une bougie qui va éclairer une façade, etc., ça donne des ambiances complètement différentes. Alors évidemment, encore plus sur des patrimoines anciens, sur du bâti ancien, où ça révèle... et puis aussi, on fait un parallèle avec comment on vivait avant, parce que finalement, l'éclairage comme en plein jour, c'est quelque chose qui est relativement récent finalement par rapport à l'histoire de nos villes.
Oui, tout à fait. Alors, c'est l'idée aussi à travers ces déambulations, parce qu'il y a beaucoup de déambulations à la bougie, etc., c'est de raconter aussi cette histoire-là. Là, d'ailleurs, à Luché-Pringé, ils ont fait toute une exposition lumineuse à partir de cartes postales anciennes pour voir justement comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un prétexte à découvrir différemment. Alors, il va se passer plein de choses. Vous l'avez dit, il y a des déambulations, il y a évidemment des marchés de Noël. Et puis, selon les cités, des expositions, des choses qui sont ouvertes sur les prochains week-ends avant les fêtes de fin d'année pour pouvoir en profiter. Oui, alors cette année, le programme est concentré sur 3 week-ends. Donc ça commence ce week-end et ça se termine le 20. Et effectivement, en fonction des communes, il y a des programmations différentes. On va parler de Saint-Calais après, mais on a quelques villes qui font aussi des spectacles. Donc il y a des spectacles de rue avec des jongleurs ou avec des spectacles de feu. Enfin voilà, donc il y a aussi des compagnies qui viennent en fait déambuler dans nos villes pour les mettre en lumière. Mais il y a aussi, je le disais tout à l'heure, des déambulations au flambeau avec des parcours lumineux éclairés à la bougie, il y a des concerts, des spectacles de danse et puis des marchés de produits de terroir dans plusieurs des villes. Alors, à Saint-Calais, justement, Pauline, il va se passer pas mal de choses. On est autour du feu sacré, justement. Alors, une autre façon de faire de la lumière, à la torche. Oui. En tout cas, c'est un petit peu la thématique que vous avez choisie pour cette participation. Exactement. Nous, en fait, à Saint-Calais, on va proposer d'abord de découvrir le patrimoine à la bougie, aussi bien les cabinets curieux du musée-bibliothèque que le fonds ancien d'ouvrages anciens. Et puis après, on invitera les spectateurs à découvrir le feu sacré à travers un spectacle en plein air de cracheurs de feu. Alors, je reviens sur ce que vous disiez sur les visites, c'est-à-dire qu'on va dans les musées et on va, alors j'imagine une bougie peut-être pas tout à fait naturelle. Pas tout à fait naturelle, on va préserver les œuvres qui sont exposées. Et ça permet, comme le disait Valérie tout à l'heure, d'avoir un regard peut-être un petit peu différent ou orienté évidemment sur cette visite. Comment ça se prépare ? Oui, en fait, c'est vraiment un lieu où on y va pour la découverte. Ça nous permet de voir ou de revoir différemment parce qu'on a déjà l'occasion de faire des visites guidées de ces lieux-là en temps normal, en journée. Mais là, ça nous permet de découvrir à la bougie, d'avoir quelques petites surprises. C'est vraiment revoir le patrimoine autrement et c'est vraiment l'occasion pour nous de le faire à Cité en Lumière. Et puis, ce spectacle de cracheurs de feu, évidemment, c'est très impressionnant, c'est très familial. C'est pile poil la bonne, vous parliez tout à l'heure, on pense aux festivals estivaux, etc. Mais là, c'est tout à fait la bonne période pour ce type de spectacle. Ben oui, là, on est vraiment dans la bonne période pour Cité en Lumière. Nous, à Saint-Calais, tout le week-end, c'est la 10e édition du marché de Noël. Donc, ça s'inscrit vraiment dans une grande dynamique avec des éclairages de Noël, une patinoire, un marché et ce feu sacré, ce spectacle autour de Cité en Lumière et des cracheurs de feu. Et qui sera donc ce week-end, c'est ce samedi, le spectacle à 18h le 6 décembre. Tout à fait, à 18h dans la cour du centre culturel. Et ces animations sont gratuites pour la plupart. Donc l'idée, c'est vraiment de venir découvrir, de sortir si on habite dans le coin, mais sinon de venir découvrir aussi ces cités de caractère en famille, d'en profiter pour faire quelques achats de Noël. Et puis souvent, comme vous le disiez, il y a des marchés, il y a des points pour boire un verre, manger quelque chose et redécouvrir les musées qui sont dans ces cités. Oui, c'est ça. Alors, on a voulu que ce soit gratuit parce que c'est vrai que c'est le côté très accessible voilà, à tout le monde. Donc, tous les spectacles, la programmation est gratuite, en fait, sauf les marchés de Noël si on veut acheter des produits, bien sûr. Voilà, et c'est vrai que ça commence ce week-end. On a 5 communes déjà qui participent ce week-end. Donc, on peut faire plusieurs petits idées de caractère parce qu'il y a des programmes qui se complètent, qui ne sont pas forcément... ou le dimanche. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément les mêmes horaires, etc. Et après, donc, il y aura les 4 dernières communes sur les 2 autres week-ends. Oui, ça finit avec Parcé-sur-Sarthe le 20 décembre. Et puis entre les deux, il y a Mamers, Saint-Léonard-des-Bois et Sillé-le-Guillaume. Donc ça fait... Voilà, on peut aussi profiter des 3 week-ends à différents endroits si on a envie de profiter de la programmation. Parce que voilà, il y a votre programmation de Cité en Lumière. Et comme vous le disiez à Saint-Calais, elle est souvent agrégée à des événements autour de Noël, un marché de Noël ou des événements un peu plus larges.
C'est ça, et c'est tout l'idée en fait du réseau de la Sarthe, de créer des événements en réseau, parce que c'est pour montrer aussi qu'il y a 10 communes qui sont petites cités de caractère, et d'inciter les gens en fait à les découvrir en déambulant sur les différentes dates qui sont proposées. Donc là, effectivement, il y a 5 communes ce week-end, mais avec des horaires et des programmes complètement différents, donc ça se complète très bien. Donc vous pouvez faire votre petit agenda, vous allez sur le site des petites cités de caractère, il y a une page qui est consacrée à la programmation de Cités en Lumière, et évidemment c'est relayé sur chacune des communes qui participent pour découvrir en famille. C'est une très belle idée pour découvrir notre patrimoine, c'est vrai, en dehors de ceux qui ont la chance d'habiter dans cette cité de caractère. Mais voilà, pour une fois, on dit toujours ça se passe au Mans. Bah là, voilà, ça se passe dans les petites cités de caractère. Merci d'être venu nous présenter cette programmation. Dominique Rioux, vous êtes auteur. On va commencer par ce sujet-là, parce que je trouve que c'est une jolie idée de cadeau de Noël. Pourquoi pas. L'imposteur aux éditions Baudelaire. Oui. Alors, le pitch, c'est deux flics, deux copains, oui, qui se sont un petit peu mis en difficulté. Ils se sont mis un petit peu hors la loi dans des pays lointains pour arrondir leur fin de mois. Ouais, il y a un lien entre l'Asie du coup et Paris. On navigue entre ces deux univers. Tout à fait. Comment vous avez eu envie d'écrire un polar? J'ai lu que vous étiez adepte de ce type de roman. Alors j'adore le polar, j'adore les thrillers, j'adore tous les romans un peu à stress et avec des retournements à la fin qui sont complètement inattendus. Ouais. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, oui. Pour ceux qui aiment lire les livres en commençant par la dernière page, il y en a, ne le faites pas. Ouais, surtout ne le faites pas. Surtout pas. Et en fait, je suis tombé il y a quelques années sur un fait divers assez incroyable auquel je n'ai pas cru. Donc, fait divers dont je ne parle pas parce que c'est l'intrigue même du livre en fait, où on apprend qu'on peut disparaître facilement en restant visible. Ça paraît paradoxal, ça paraît étonnant, mais ça marche et ça existe. Et donc j'ai creusé un petit peu ce sujet un petit peu mystérieux de ne pas être là et en même temps d'être là. Et ça m'a donné l'idée de quelqu'un qui pourrait connaître cette aventure-là, ce phénomène-là, et qui pourrait disparaître aux yeux de tout le monde tout en restant visible. Voilà. D'où le titre de l'imposteur. D'où le titre de l'imposteur, parce qu'en fait, tout au long du livre, il y a effectivement les deux policiers parisiens qui passent des vacances un peu particulières dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et là, il y a des rencontres qui vont se faire où des choses vont se passer. Et quelques mois, années plus tard, les triades débarquent à Paris pour chercher ces deux policiers. Pourquoi? Là est le nœud de l'intrigue. Alors c'est vrai que ce voyage à Manille, ça permet d'évoquer aussi des cultures différentes et de rapporter des faits, alors qui sont, c'est un roman, hein, mais c'est un roman. Mais voilà, qui peuvent en effet évoquer des cultures et des faits historiques. Enfin, je veux dire voilà, des choses qui se pratiquent. Complètement. Alors des choses qui se pratiquaient aussi en termes de tourisme un petit peu limite. Mmh. Je tiens à préciser que c'est un livre qui n'est pas fait pour les enfants de bas âge. Donc il y avait un tourisme qui se pratiquait effectivement répréhensible. Oui. Et effectivement, il en est question dans ce livre. Effectivement. Donc, et il est aussi question de culture locale extrêmement différent de ce qu'on peut connaître ici. Évidemment. Oui, c'est ça, c'est le choc de culture qui nourrit l'intrigue. Complètement. Ce roman-là, on le trouve évidemment dans toutes les bonnes librairies. Oui. Il est... Vu le switch de la fin, j'imagine que... Est-ce qu'on va retrouver les policiers ou est-ce que vous allez partir sur une intrigue complètement différente? Alors je suis parti sur un autre roman, sur une intrigue différente, intrigue dans laquelle la cité Plantagenet joue un rôle fondamental. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un roman qui est parti très localement. Et j'envisage peut-être de faire une suite de l'imposteur parce que la porte est ouverte à d'autres choses. Et je l'ai construit comme ça, en fait. J'ai commencé par écrire la fin. Ouais. Alors, il y a le côté thriller, il y a le côté un peu série. Hein. Oui. Alors, c'est notre mode de consommation aussi, un peu aujourd'hui. On est habitué à ces formats-là. Oui. Et il est question peut-être justement d'une adaptation. Alors, il est en cours de scénarisation. Alors, pour un premier roman, c'est assez exceptionnel. En fait, c'est une aventure qui est merveilleuse. Donc, j'ai été contacté par un scénariste qui travaille dessus pour l'adapter, soit pour les plateformes,
en mini-série ou en un one-shot, un téléfilm. Donc évidemment, on sent qu'on est tenu en haleine et c'est l'objet de ce jeu. Et puis on a hâte de voir ce que vous allez nous faire sur... on est un peu chauvin à LMTV, donc sur la cité Plantagenet, vous viendrez nous en reparler. Alors je voulais qu'on évoque un autre projet aussi. Vous avez créé un jeu. Alors vous n'êtes pas sartois et manceau par hasard, parce que vous avez créé un jeu sur l'automobile. C'est ça. Un jeu qui est pour l'instant en bêta-test, on va dire. C'est un prototype que j'ai fait effectivement, qui est en bêta-test. C'est exactement ça. Mais voilà, alors pour ceux qui se posent la question, parce que dès qu'on parle de course automobile au Mans, on parle de l'ACO. Donc vous avez des premiers contacts pour éditer ce jeu avec l'accord de l'ACO. Donc c'est un jeu qu'on espère voir diffusé très, très prochainement. Comment, là aussi, vous avez, parce que vous avez des activités qui sont très, très variées, très diverses. Créatives et diverses. Cette idée d'un jeu, de travailler autour de l'automobile. Alors, je suis un fan d'automobile déjà, donc j'ai toujours travaillé dans l'automobile pendant 35-40 ans. Donc je suis un fan d'automobile et de course automobile, et habitant au Mans, évidemment. On ne peut pas passer à côté des événements qui se passent sur le circuit, que ce soit les 24 heures, le Mans Classique, etc. etc. Et j'ai joué à pas mal de jeux de société automobile, et il y a une part de chance en général qui est trop importante à mes yeux. Donc c'est soit de lancer de dés, soit c'est pas des jeux de stratégie. C'est pas des jeux de stratégie, donc c'est des jeux où il y a des circuits, ça va des jeux comme Monza, des TP pour enfants, à des jeux comme Hit, mais il y a souvent de la chance. Et j'ai pensé à un concept de jeu où sont importants, ce qui est vraiment important, la trajectoire et la vitesse. Et les déplacements des véhicules sur le circuit sont liés uniquement à ça. C'est votre côté un petit peu ingénieur qui parle aussi. C'est ça, c'est ça. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et la seule part de chance, c'est le tirage au sort pour la pole position. Parce qu'en fonction des circuits, vous mieux être à droite ou à gauche. Donc c'est la seule part de chance. Après, c'est trajectoire et vitesse. Et c'est un jeu qui est destiné à quel public? Alors on voit que c'est quand même déjà un jeu de plateau pour des gens qui voilà, veulent se lancer dans la stratégie. J'imagine qu'il y a quand même un petit peu de... Alors, on peut jouer à partir de 8 ans. Je l'ai testé avec des enfants, on peut jouer à partir de 8 ans. Alors évidemment, il faut les accompagner un petit peu, mais faut... Après, ça dépend de l'univers du jeu. De toute façon, il y a des fans de jeux de plateau. Donc après, il y a des mécaniques, même si vous avez eu l'idée d'une mécanique particulière, il y a des mécaniques qui se retrouvent quand même. Et puis il y a le côté, donc on va dire, stratégie sur une course classique, et puis il y a aussi l'option pour demain, on va dire, potache, où on peut faire on peut se balancer des citrouilles, on peut provoquer, s'attaquer avec des crevaisons, s'attaquer avec des fuites d'huile, etc., pour ralentir l'adversaire. Donc ça plaît beaucoup aux enfants. On revient dans le jeu de stratégie un peu plus habituel, voilà, pour les soirées entre amis, pour élargir aussi le public potentiel, parce que c'est bien les jeux qui sont axés, mais pour être très joueur dans la famille, parfois il faut aussi trouver les gens qui veulent bien jouer avec vous. Donc c'est un vrai souci. Si le sujet est trop fermé, c'est compliqué. On imagine pour 2026-2027 ? Alors, en discutant avec la CO, moi j'étais parti sur un principe de jeu où on peut faire n'importe quel circuit en fait. C'est un principe de puzzle, donc on fait un peu ce qu'on veut. Et avec la CO, on est plutôt parti sur faire le circuit du Mans, en fait, le grand circuit. Et ce sur quoi je suis en train de travailler, et le prototype est en train d'être fait. Je le présenterai à la CO en premier, évidemment, avec l'éditeur. Et j'espère, mais là ça va dépendre des temps de fabrication, etc. Oui, bien sûr. 24 heures 2026. Avec plaisir. Vous viendrez nous le présenter en plateau. Merci beaucoup d'être venu nous parler de vos projets. Je rappelle l'imposteur que vous pouvez, un thriller, voilà, c'est haletant, que vous pouvez acquérir aux éditions Baudelaire. Et je vous rappelle, vous allez faire un petit tour aux Cités en Lumière pour redécouvrir notre patrimoine sartois. Et puis on continue avec une dernière idée du côté de La Ferté-Bernard tout de suite dans Culturel. La nuit des couleurs à La Ferté-Bernard, on va en parler. Sophie Dolon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue en charge des animations à La Ferté-Bernard et vous êtes venue avec Jérôme Combe, bonsoir. Bonsoir. Directeur artistique des Tombées de la Lune, qui organise plein d'événements sur La Ferté et qui participe donc à cette nuit des couleurs. Et vous êtes venue avec Louise Gravez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musicienne et vous participez aussi à cette grande surprise. Alors je ne sais pas qui de Sophie ou de Jérôme veut se lancer sur la nuit des couleurs.
Moi, je peux faire une petite présentation succincte et je laisserai la parole ensuite aux spécialistes. Donc, c'est la 5e nuit des couleurs. Ça fait déjà 5 ans que la mairie, en fait, a lancé cette initiative. L'idée, c'est de célébrer, de lancer les illuminations sur la ville de La Ferté-Bernard, de le faire de façon festive. Et pour ça, on s'est fait aider de la compagnie des Tombées de la Lune avec Jérôme qui s'occupe de la programmation. Et cette année, si je ne m'abuse, en plus, les illuminations et une partie du spectacle sera vraiment renouvelée tous les week-ends. Voilà. Donc on va pouvoir en profiter. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons eu une pluie énorme le jour de la nuit des couleurs et on s'est dit que c'était dommage d'avoir fait tout ce travail pour rien. Et donc cette année, effectivement, on va avoir des mappings et puis une scénographie aussi d'un de nos très jolis jardins. Donc ça va s'appeler le Jardin des Couleurs. Et tous les vendredis, samedis et dimanches, en fait, ça peut donner lieu à des balades dans La Ferté-Bernard. Alors, ça commence ce samedi. Pour l'instant, c'est bon, donc on va vous garder, on va vous porter chance. Jérôme Côme, comme un petit indice se trouve sur vous, la nuit des couleurs, il y a un choix thématique, et cette année, c'est le orange. C'est le orange, en fait. Comme la nuit des couleurs, c'est les couleurs en avant. Chaque année, on choisit une couleur. Cette année, j'ai pris l'initiative de choisir le orange pour le côté vitaminé, le côté peps, le côté chaleureux, vivant, chaleureux. Ça change un petit peu. Ouais. Voilà. C'est une sorte de fête des Lumières à La Ferté. Donc, puis il y a des fanfares. Il y a plein de choses pour avoir un peu d'animation, pour braver le froid ou les 3 gouttes qui vont tomber, pas plus de 3 gouttes. Voilà. Il n'y en aura pas plus. Alors évidemment, ça fait du bien des rendez-vous comme ça. Et puis le prisme de la couleur, ça donne une petite tonalité originale à ce genre de festivité, parce que vous l'avez vu sur le plateau et profitez-en autour de vous. Il y a évidemment plein de choses qui sont proposées. Et là, autour du orange, alors vous allez jusqu'à proposer aux participants de venir s'habiller dans le prisme entre le jaune et le rouge, et donc le orange. Mais il va y avoir des événements toute la journée, du 6 décembre à La Ferté-Bernard. Ça commence dès le matin avec le marché des créateurs à la laverie, qu'on connaît bien. Il va y avoir évidemment des endroits où on pourra se restaurer, boire un verre, et de toute façon, La Ferté est animée les samedis avant la fin de l'année. Et puis après, il va y avoir, vous avez avec les Tombées de la Lune, donc imaginez un spectacle musical et projeté. Oui, en fait, pendant la Nuit des Couleurs, c'est un peu comme un mini-festival. On a l'habitude à La Ferté de faire le rendez-vous de Saint-Liphard au mois de mai. Exactement. Et au mois de décembre, du coup, on invite fanfares, déambulations, pour un temps un peu plus court, puisque c'est une fin d'après-midi et soirée. Mais en plus, le petit truc en plus qu'il n'y a pas au rendez-vous de Saint-Liphard, c'est la scénographie lumineuse de la ville. C'est-à-dire qu'on se promène dans tout un travail qu'on a fait avec les services de la ville, avec les services du centre culturel. On travaille sur des parcours dans des jardins, des lanternes avec des écoles, des fenêtres rétroéclairées. On cherche plein d'idées pour, dans le patrimoine de La Ferté-Bernard, mettre en valeur, en lumière, en couleur, de manière assez originale par rapport à d'autres villes qui vont plutôt aller sur Noël. Ouais. Voilà. Nous, on est sur une autre thématique et on met toutes les forces un peu de la ville pour créer cet événement. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que aussi ça implique les enfants, les gens du territoire. Vous disiez le service de la ville, vous parliez du parc tout à l'heure. Tout le monde en fait met un peu la main à la pâte. Donc c'est un spectacle qui est construit finalement autour de cette idée de couleur. Oui. Et puis la petite note en plus, c'est que la compagnie, moi je présente une projection vidéo avec l'animation faite à partir des bâtiments de la ville, des monuments de la ville, de l'affiche. Qui est très belle aussi cette année, qui a été fait par Bérénice Grandemère. Et à partir de l'affiche, moi je crée de l'animation et à partir de la musique de Louise. Alors c'est ça, Louise, vous allez nous proposer aussi une immersion musicale inspirée. Alors est-ce que ça inspire le orange quand on est musicienne ? Alors pas du tout. Non, j'ai eu carte blanche sur... Donc c'est une sieste musicale qui se fait dans la chapelle Saint-Liphard. C'est un lieu culte à La Ferté. Et donc c'est un voyage, c'est mon univers musical. Je ne vais pas trop en dire, parce qu'il y a forcément du piano, parce que je suis pianiste, forcément de la flûte.
Mais voilà, ça dure. C'est une immersion, alors qu'on dit sieste musicale, hein, le principe c'est pas forcément de dormir, Non, mais c'est en pas tout de cas dormir. c'est de Oui. rentrer dans une bulle. Non. D'être dans une bulle un peu musicale et d'avoir peut-être un rapport un peu moins attentiste et narratif, mais vraiment de profiter de votre univers et de découvrir votre musique. Voilà, et aussi du lieu, parce que c'est quand même mis en lumière magnifiquement. Donc c'est tout c'est un tout, quoi. Une ambiance, on va être dans une bulle, dans un rêve. Alors vous avez des compagnies qui viennent aussi là, avec les gardiens des rêves avec Zizani, où là on est aussi dans le rêve. On est aussi dans la féerie, parce que là c'est voilà, des grands oiseaux avec des gyropodes aussi. Voilà, ça permet d'avoir un peu de magie et un peu de lumière aussi. Et puis à la compagnie Moustache avec un spectacle qui a l'air très amusant dans sa bulle avec voilà, quelqu'un qui chante dans sa baignoire avec son micro de pomme de douche. Voilà, là aussi un univers, alors évidemment lumineux, on est dans la déambulation et vous nous avez habitués, c'est vrai, avec Saint-Liphard, avec les tombées de la lune, à ce genre de pérégrination en ville. Oui, et puis là en fait Moustache Prod, eux ils sont venus plusieurs fois à Saint-Liphard faire des concerts, des spectacles et des concerts depuis très longtemps, et ils ont créé cette déambulation là il n'y a pas très longtemps. Je leur ai dit faut venir à la Nuit des Couleurs. Oui. Et alors eux dans le côté décalé, festif, rythmé et énergique, ils sont parfaits. Alors, vous avez peut-être pas le gros bonhomme rouge barbu, mais en tout cas, il va y avoir des belles rencontres ce week-end à La Ferté-Bernard. Et puis, il y a de la musique, évidemment. Il se passe plein de choses, vous le disiez. Alors évidemment, c'est concentré en fin d'après-midi, et puis à 20h, tout le monde se réunit ensemble. Mais voilà, on peut profiter de l'après-midi en famille. Oui, et puis il y a à la fois les groupes qui vont déambuler, et puis il y a aussi toutes les associations de la ville, de théâtre amateur, de chansons amateurs, de l'Escale et de l'école de musique, donc ça, tout ce qui ont cours de danse, etc., qui vont proposer aussi des choses. Donc c'est assez riche en fait en soi pour toute la soirée. Si vous voulez tout faire, il faut bien programmer son petit parcours. Oui, c'est ça. Vous allez vraiment faire votre marché, c'est le cas de le dire. C'est aussi pour ça que le Jardin des Couleurs va se perpétuer tous les week-ends. Oui, parce que souvent, on ne peut pas en profiter. Voilà, il y a des gens qui travaillent aussi pendant ce moment-là. Bien sûr. Parce que les commerçants sont très, très impliqués aussi dans cette soirée-là, à sortir, à ce qu'il y ait du vin chaud un peu partout, à ce qu'il y ait plein de bons moments. C'est un beau moment à partager. C'est important, j'imagine, évidemment, comme une ville pour la Ferté-Bernard, mais comme toutes les communes en Sarthe et partout en France, d'avoir ces moments. Alors évidemment, c'est une offre au public, parce que c'est des choses qui sont gratuites et qui sont donc offertes. Mais justement, ça fait un point de rencontre pour ceux qui peut-être ne sont pas en train de faire des achats de Noël, ou voilà, les familles, de pouvoir venir profiter de cet esprit festif, sans forcément justement là le mettre sur Noël, mais vraiment voilà de passer un moment de fête de fin d'année. C'est vrai qu'au niveau de la municipalité, nous on a toujours en filigrane le fait de développer nos commerces. On a la chance à La Ferté d'avoir encore une offre de proximité assez riche, et c'est vrai que tout ce qu'on fait en fait, c'est pour amener du monde dans le centre-ville, pour pouvoir, alors les gens ne sont pas obligés d'acheter évidemment, mais pour aller les faire visiter les magasins, et c'est pour ça aussi que cette offre elle est nos spectacles sont gratuits pour que ça ne soit pas un frein à la découverte. Alors après, vous avez aussi la chance d'avoir un joli centre-ville, et les magasins sont dans... Voilà, c'est mêlé à du patrimoine. Vous parliez de la chapelle Saint-Liphard, évidemment, tout ça est aussi très esthétique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait une visite patrimoniale. Et cette année, on est encore, je le rappelle, dans l'année de notre millénaire, puisqu'on fêtait cette année les 1000 ans de La Ferté. Donc ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Et puis le orange, c'est un petit peu à la bougie, comme les Cités de Lumière. On a quand même l'idée un petit peu de l'aspect bougie-feu chaleureux. Oui, ça reste très chaleureux. On a fait des ateliers de lanternes à partir de boules comme ça, orange. Oui, tout va être très chaleureux. Ce qui est bien avec les couleurs et le orange, c'est ce côté assez magique. Malgré tout, ça reste l'esprit de Noël quand même, parce qu'il y a ce côté magique et lumineux, et le fait que ce soit pas que Noël, ça nous
ouvre des perspectives d'imaginaire. D'imaginaire et de création, bien sûr, Ouais. et puis à partager. Et oui, j'ai vu que vous aviez fait des ateliers de lanternes. Donc, voilà, vous pouvez encore fabriquer vos lanternes et vous habiller en orange. Et voilà, ça peut faire une jolie marée humaine orange. Ça serait vraiment chouette. Alors même s'il y a peut-être le manteau par-dessus, mais C'est pas trouvez des grave. astuces. Il y aura un trouvez des astuces. atelier de Zumba pour se réchauffer, oui, j'ai vu ça. Il y a des voilà. ateliers pour bouger un petit peu, pour se réchauffer. Voilà, c'est ce samedi 6 décembre, c'est la 5e édition de la Nuit des couleurs à la Ferté-Bernard. Et puis, vous pourrez retrouver tous les vendredis, samedis, dimanches des prochains week-ends. Merci tous les trois d'être venus nous parler de ce bel événement. Et puis, on continue sur la programmation de fin d'année. La semaine prochaine, même horaire, jeudi 19h sur LMTV.